Je m'appelle Rachel. J'ai 37 ans, et ma demi-sœur m'a volé mon mari, pensant qu'elle mettait la main sur les clés d'un empire d'1 milliard de dollars. Avant de vous raconter comment notre accord de divorce s'est terminé avec mon avocat riant au nez de ma demi-sœur, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. C'est une histoire incroyable, et je veux savoir qui est avec moi ici. La salle de réunion juridique était froide. Pas seulement à cause de la climatisation, mais ce genre de froid qui vous pénètre jusqu'aux os, venant de l'acajou poli et des vitres teintées, offrant une vue sur les toits d'Atlanta. C'était une pièce conçue pour briser des choses, des accords, des partenariats, des cœurs. De l'autre côté de la table, mon mari, Lucas, évitait mon regard. Il fixait ses mains, qui reposaient sur la table comme deux oiseaux pâles et inutiles. C'était un étranger dans un costume que j'avais choisi pour lui quelques mois plus tôt, pour le gala annuel des actionnaires. À côté de lui se tenait ma demi-sœur Camilla. Elle, par contre, ne pouvait s'empêcher de me regarder. Son regard était un poids physique, un mélange de pitié et de triomphe qui me faisait dresser les poils sur les bras. Elle portait une robe neuve couleur crème, une couleur que j'adorais autrefois, probablement achetée avec la carte de crédit de Lucas. Tout chez elle était une performance, la main subtilement posée sur son ventre, la moue affligée de ses lèvres. Elle jouait le rôle de la briseuse de foyer à contre-cœur, de la femme qui était simplement tombée tragiquement amoureuse. Rachel, commença-t-elle, sa voix un murmure doux et mielleux qui atteignait à peine la table. Je sais que c'est difficile. Je suis tellement désolée pour tout. Elle jeta un nouveau coup d'œil à son ventre, un geste destiné à tout le monde, une déclaration publique de sa victoire. Nous voulons juste que cela se termine en douceur. Pour le bien de tous. Je ne dis rien. Mon cœur battait lourdement et rythmiquement contre mes côtes. Je me concentrais sur ce son, l'utilisant pour m'ancrer. Je la regardais simplement, regardais les petits muscles autour de ses yeux se contracter, alors que mon silence la déstabilisait. Elle le prit pour de la faiblesse, le signe que j'étais brisée. Écoute, insista-t-elle, se penchant en avant comme si elle partageait un secret. J'ai dit à Lucas que nous devions être généreux. C'est une transition difficile. Alors, nomme ton prix pour la pension alimentaire. Sérieusement, tout ce dont tu as besoin pour recommencer. Je ferai en sorte que tu sois prise en charge. C'est alors que cela se produisit. Mon avocate, Mia, une femme dont les tailleurs élégants n'avaient d'égal que son esprit vif, laissa échapper un rire court et sec. Ce n'était ni fort ni bruyant, mais dans cette pièce silencieuse, cela résonna comme un coup de feu. C'était un son d'amusement pur et sans mélange. Le visage de Camilla se crispa, le masque de sympathie glissant pour révéler l'irritation brute en dessous. Il y a quelque chose de drôle, s'exclama-t-elle, sa voix perdant son doux murmure. Mia se contenta de secouer la tête, un petit sourire dangereux se dessinant sur ses lèvres. Elle n'accorda même pas à Camilla une réponse. Au lieu de cela, elle me regarda, et je tournai enfin toute mon attention vers ma demi-sœur. Je la laissai voir la glace dans mes yeux. Ma voix, quand elle sortit, était plus grave que je ne l'attendais, et plus froide que la pièce. « Êtes-vous sûr ?» demandai-je, marquant une pause entre chaque mot, laissant leur poids s'installer. « Que vous pouvez-vous le permettre ?» C'était une question simple, mais elle resta suspendue dans l'air comme une déclaration de guerre. Car pour comprendre pourquoi une avocate d'affaires de haut vol riait de mon ridicule accord de divorce, il faut comprendre l'empire qu'il pensait voler. Il faut comprendre les années de ma vie, ma sueur, mes larmes, qui ont été versées pour sa fondation. Et il faut comprendre qu'il n'avait absolument aucune idée de qui l'avait réellement bâti. Tout a commencé par une promesse que je me suis faite dans un appartement exigu qui sentait toujours l'eau de Javel et la fatigue de ma mère. En grandissant, je la regardais faire deux boulots, serveuse le jour, et femme de ménage dans les bureaux la nuit. Ses mains étaient abîmées, son dos toujours douloureux. Elle m'a appris qu'on n'attend pas que les choses vous soient données, on les gagne. Cette ténacité fut le seul héritage dont j'ai jamais eu besoin. Elle m'a permis d'aller à l'université grâce à une bourse, et de faire carrière dans la banque, où les chiffres sont devenus ma langue. J'adorais sa logique nette et froide. Un bilan ne mentait pas.
Il racontait une histoire de succès ou d'échec, et j'ai appris à écrire ceux qui réussissaient. Puis j'ai rencontré Lucas. Il était l'opposé de mon monde. Il était charmant, décontracté, l'unique héritier de la fortune de Brox Construction. Il était né en 3e base et pensait avoir frappé un triple. Je suis tombée amoureuse de l'idée d'une vie différente, plus douce. Quand nous nous sommes mariés, j'étais sincèrement prête à quitter mon travail exigeant, à échanger les salles de conseil contre une chambre de bébé, à me concentrer sur la construction d'une famille, d'un foyer. Mais mon beau-père, Arthur Brox, l'homme qui avait tout bâti à partir de rien pour construire un empire d'1 milliard de dollars, vit autre chose en moi. C'était un homme qui respectait la ténacité, car il en était forgé. Quelques mois après le mariage, il m'appela dans son vaste bureau boisé. « Rachel, dit-il, ses yeux vifs et scrutateurs par-dessus ses lunettes de lecture. Cette entreprise a besoin d'une tête pour les chiffres et d'une colonne vertébrale d'acier. Tu as les deux. Mon fils, il a le nom. Viens travailler avec nous. » Le défi était irrésistible. J'ai dit oui, me disant que ce serait temporaire. Mais dès mon premier jour, j'ai vu la vérité dans les mots d'Arthur. Lucas traitait l'entreprise comme son terrain de jeu personnel. Il arrivait vers 10 heures, charmant les réceptionnistes, et disparaissait avant le déjeuner pour une réunion client qui se déroulait généralement sur un terrain de golf. Il détenait le titre de vice-président exécutif, un siège au conseil, mais il était un fantôme dans la machine, une belle figure de proue sur un navire qu'il n'avait aucune idée de comment diriger. Je me souviens d'une nuit, au début de mon mandat. Je suis rentré à la maison près de minuit, le cerveau en surchauffe. J'avais passé les 10 dernières heures à démêler frénétiquement une énorme erreur de paie causée par le déploiement d'un nouveau logiciel. C'était un travail fastidieux et peu glamour, mais si je ne l'avais pas détecté, des centaines de nos travailleurs, hommes et femmes avec des familles, auraient vu leur salaire retardé. Je suis entré pour trouver Lucas sur le canapé, un casque sur les oreilles, complètement absorbé par un jeu vidéo. Le sol était jonché de sacs de collation vides. « Où étais-tu » demandai-je, ma voix serrée par la fatigue. Nous avions une crise au bureau. J'aurais pu utiliser ton aide. Il n'a même pas mis le jeu en pause. Tu as géré, n'est-ce pas, dit-il, les yeux rivés sur l'écran. Tu es meilleur pour ce genre de détails, de toute façon, Ratch. Tu sais, je suis plutôt le type, vu d'ensemble. Cela me fit l'effet d'une douche froide. Il n'était pas seulement paresseux. Il était complètement, délibérément détaché. Son héritage n'était pas une responsabilité pour lui. C'était un filet de sécurité permanent, un fonds de fiducie avec un en-tête d'entreprise. Il n'a jamais eu à se soucier des détails, parce que quelqu'un d'autre, d'abord son père, et maintenant moi, s'en chargerait toujours. Alors, je me suis lancé. J'ai versé chaque once de la ténacité que ma mère m'avait apprise dans cette entreprise. Arthur est devenu mon mentor. Il m'a appris le métier, non pas à partir d'un tableur, mais à partir de zéro, l'odeur du béton frais lors d'un coulage à 5 heures du matin, le poids d'un plan dans mes mains, l'art de négocier avec des chefs de chantier syndicaux coriaces qui pouvaient sentir l'inauthenticité à 1 kilomètre. Le conseil d'administration, un groupe d'hommes aux cheveux gris qui étaient avec Arthur depuis des décennies, était sceptique au début. La belle-fille banquière, une femme dans leur monde, mais les chiffres ne mentent pas. J'ai rationalisé les budgets, renégocié les chaînes d'approvisionnement, et nous avons pénétré de nouveaux marchés rentables. Les bénéfices ont augmenté trimestre après trimestre. Lentement, leurs regards sceptiques se sont transformés en hochements de tête respectueux. Ils ont commencé à venir à mon bureau, pas à celui de Lucas, pour le dernier mot sur les décisions majeures. Mais tandis que ma vie professionnelle s'envolait, ma vie personnelle s'écroulait tranquillement, douloureusement. Ce ne fut pas un grand événement, mais un millier de petites coupures d'indifférence. La plus profonde, celle qui laissa une cicatrice permanente et irrégulière, fut notre lutte pour fonder une famille. Nous essayions depuis quelques années. Je le voulais plus que tout. C'était le seul rêve qu'il me restait de cette vie plus simple que j'avais autrefois imaginée. Après des mois de déception, nous sommes allés voir un spécialiste. Les salles d'attente étaient toujours stériles et silencieuses, remplies de couples qui portaient tous le même regard d'espoir tendu. J'y restais assise, serrant mon sac à main,
tandis que Lucas faisait défiler son téléphone sans fin, soupirant d'impatiente. Le tribut physique était immense, les injections, les hormones qui me donnaient l'impression d'être une étrangère dans ma propre peau, les rendez-vous invasifs constants. J'ai tout fait. Je me souviens d'un matin, essayant de me faire une injection dans la salle de bain, mes mains tremblaient tellement que je n'y arrivais pas. J'ai appelé Lucas à l'aide. Il vint à la porte, regarda l'aiguille, et recula physiquement. Burke, Ratch, je ne peux pas. Les aiguilles me dégoûtent. Tu gères ça. Il s'éloigna, me laissant seul, en pleurs sur le sol de la salle de bain. Je n'oublierai jamais le jour où le médecin nous a fait asseoir après notre 2e cycle de FIV échoué. Il a parlé en termes cliniques doux de ma faible réserve ovarienne, des chances difficiles. Il a exposé les options, un 3e cycle plus agressif, ou envisager d'autres voies. J'étais assise là, les mots se brouillant, me sentant comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. J'étais vidée, épuisée émotionnellement et physiquement. J'ai regardé Lucas, désespéré d'un signe de soutien, qu'il me prenne la main et dise « Nous traverserons cela quoi qu'il arrive ». Au lieu de cela, pendant le trajet silencieux en voiture jusqu'à la maison, il a juste regardé par la fenêtre. Finalement, il a dit, sa voix dépourvue de toute émotion, « Tu sais, peut-être que c'est un signe. Tout ça est juste tellement de stress, pauvre Rachel. Et toutes ces hormones, elles te rendent si émotive. Peut-être devrions-nous juste arrêter de forcer les choses. Si ça arrive, ça arrive. Si ça arrive, ma voix était un murmure étranglé. Lucas, le médecin vient de dire que cela ne se produira probablement pas, juste comme ça. C'est notre dernière vraie chance. Il se tourna finalement pour me regarder, et ses yeux étaient complètement vides. Je ne veux juste pas que tu te fasses du souci pour ça. Ce n'est pas la fin du monde. Il n'avait pas compris. Il ne voyait pas que mon cœur se brisait juste devant lui. Il voyait ma douleur comme un inconvénient, un autre problème qu'il préférait que je gère discrètement. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, tandis qu'il dormait profondément à côté de moi, insouciant du monde. Une partie de moi est morte ce jour-là, la partie qui croyait que nous étions une équipe, que mes rêves étaient ses rêves. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand je suis blessée, j'ai travaillé. J'ai déversé toute cette douleur, tout cet espoir frustré dans Brox Construction. Le travail ne m'a pas déçu. Le travail ne m'a pas dit de me calmer quand j'avais mal. Le travail m'a rendu exactement ce que j'y ai mis. Je suis devenue implacable. Je restais plus tard. Je travaillais plus dur, et l'entreprise a prospéré. Arthur a tout vu. Il n'a jamais mentionné le bébé, mais il a commencé à me donner de plus en plus de contrôle, me préparant, moi et non son propre fils, à prendre la relève. La promotion n'a jamais été annoncée publiquement pour épargner l'embarras à Lucas. Mais au sein de l'entreprise, tout le monde savait qui était vraiment aux commandes. J'étais la PDG par intérim en tout sauf par le nom. Et Lucas ? Lucas s'éloignait de plus en plus, comptant dans son petit monde, complètement inconscient de la femme que je devenais juste à côté de lui. Puis Camilla a fait irruption dans nos vies comme un ouragan, cherchant un endroit où atterrir, et elle a vu ce qu'elle pensait être un parfait port riche. Elle est arrivée à Atlanta avec un nuage de drames et une montagne de dettes. Son mariage avec un avocat brillant avait explosé de manière spectaculaire après qu'elle ait été prise en flagrant délit d'infidélité, et son divorce l'avait laissée avec un goût pour le luxe qu'elle ne pouvait plus s'offrir. La pension alimentaire qu'elle lui versait la paralysait. Elle s'est présentée à notre porte avec 3 valises de créateurs, et une histoire bien rodée de victimes au cœur brisé, ayant besoin d'un endroit où rester juste pour un petit moment. Lucas, avec son allergie chronique au conflit, accepta immédiatement. Moi, par contre, je connaissais ma demi-sœur. Camilla avait l'habitude, depuis toujours, de vouloir tout ce que j'avais. Quand nous étions enfants, c'était ma poupée préférée. Au lycée, c'était mon petit ami. Maintenant, elle regardait ma vie, notre magnifique appartement, le nom de Brox, et ses yeux avaient une étincelle dangereuse et calculatrice. Sa campagne était un cours magistral de manipulation. Au début, ce n'était que des éloges pour Lucas. « Tu as tellement de chance, Rachel », disait-elle au dîner, sa voix pleine d'admiration.
Lucas est si fort et décisif. Il doit être incroyable pour diriger l'entreprise. C'est tellement merveilleux qu'il te laisse avoir ta petite carrière aussi. Je me contentais de sourire, un muscle très sautant dans ma mâchoire. Lucas bombait le torse, s'imprégnant de ses paroles. Il ne la corrigea jamais. Il adorait l'idée d'être le PDG puissant qu'elle imaginait. Camilla était intelligente. Je lui accorde ça. Elle a fait quelques recherches, mais juste assez pour confirmer ses propres préjugés. Elle a trouvé d'anciens communiqués de presse d'il y a 5 ans, nommant Lucas comme l'héritier apparent. Elle l'a entendu au téléphone parler d'un projet de plusieurs millions de dollars, ne réalisant pas qu'il ne faisait que répéter des points de discussion que j'avais écrits pour lui pour une réunion du conseil qu'il sauterait probablement. Son avidité était un filtre qui bloquait toutes les vérités gênantes. Elle a vu le nom, l'héritage, et elle a supposé que l'homme venait avec le pouvoir et le compte bancaire. Ses attaques contre moi étaient tout aussi insidieuses. Elle faisait des commentaires à Lucas quand je travaillais tard. Pauvre Rachel, elle travaille si dur. Une femme ne devrait pas avoir à supporter autant de stress. Une vraie femme serait plus souvent à la maison. Elle commença à semer le doute chez ma belle-mère, murmurant que mon ambition était probablement la vraie raison pour laquelle nous n'avions jamais eu d'enfant. Je l'ai entendue au téléphone dans le couloir un après-midi, sa voix un murmure conspirateur. Non, bien sûr qu'elle est triste, mais sa carrière a toujours été son bébé. Certaines femmes sont juste faites différemment. Cela a dégénéré des murmures au sabotage pur et simple. Un soir, nous organisions un événement majeur pour les investisseurs de l'entreprise dans un hôtel du centre-ville. C'était une nuit cruciale. J'étais censé donner la présentation clé, celle qui allait donner le ton pour le prochain exercice fiscal. 5 minutes avant de monter sur scène, Camilla, vêtue d'une magnifique robe rouge qui attirait tous les regards, a trébuché à côté de moi. Un verre entier de vin rouge a coulé en cascade sur le devant de mon tailleur en soie couleur crème. Oh mon Dieu, Rachel. Je suis tellement désolée, s'écria-t-elle, tamponnant l'énorme tache avec une serviette de cocktail, la faisant s'étaler et saigner. Son visage était un masque d'horreur, mais ses yeux, pendant une fraction de seconde, étaient triomphants. Je l'ai vu. J'ai dû faire ma présentation dans un blazer emprunté et mal ajusté de la coordinatrice d'événements de l'hôtel. J'ai réussi mon discours, ma voix ne faiblissant jamais, mais je me sentais petite, humiliée et profondément en colère. Je savais qu'elle était un serpent, mais j'étais trop occupée à diriger une entreprise d'1 milliard de dollars pour jouer à ces mesquins jeux de lycée. J'ai sous-estimé son désespoir, et ce fut mon erreur. Le coup de grâce est arrivé un mardi. C'était l'aboutissement de 6 mois de négociations acharnées avec un conglomérat japonais. C'était un accord qui allait sécuriser l'avenir de l'entreprise pour la prochaine décennie, ouvrant un tout nouveau marché international. C'était mon affaire. Je l'avais construite de toutes pièces, m'étais rendue à Tokyo 3 fois, et avais déjoué tous les concurrents. Cet après-midi-là, le contrat final a été signé. Mon beau-père m'a appelé, sa voix pleine de fierté. Tu l'as fait, Rachel. Tu es la meilleure PDG que cette entreprise ait jamais eue. Je suis rentrée chez moi sur un nuage, ressentant un sentiment d'accomplissement qui a presque rempli les espaces vides de ma vie. Je suis entrée dans l'appartement, prête à célébrer, espérant peut-être même que cette victoire monumentale serait quelque chose que Lucas et moi pourrions partager, une petite étincelle dans les braises mourantes de notre mariage. Il m'attendait dans le salon. Il ne souriait pas. Il faisait les 100 pas, une chose que je ne l'avais jamais vu faire. Son visage affichait une résolution nerveuse. « Rachel, nous devons parler, dit-il, s'arrêtant quand j'entrai. Mon estomac se serra. Je pensais que c'était à propos de l'entreprise. Peut-être se sentait-il éclipsé par mon succès. Je viens de conclure l'accord Nakatomi, dis-je, essayant de garder ma voix légère, brandissant ma mallette comme si c'était un trophée. C'est super, dit-il, mais ses yeux étaient vides. Il ne voulait pas me regarder. Il prit une profonde inspiration tremblante. Camilla est enceinte et c'est le mien. Je veux un divorce. Les mots ne s'enregistrèrent pas au début. C'était comme s'il parlait une langue étrangère. Enceinte. Divorce.
Mon cerveau ne pouvait pas relier les sons à leur signification. Le contrat signé, qui sauvait l'entreprise, dans ma mallette, me parut soudain comme un bloc de plomb. Mon plus grand triomphe professionnel et mon échec personnel le plus dévastateur, livrés à la même heure. J'ai senti une bouffée de chaleur monter le long de mon cou, et ma vision s'est brouillée sur les bords. La pièce semblait basculer. Je voulais crier, jeter quelque chose, exiger comment il pouvait me faire ça après tout. Après les années de son indifférence, après l'agonie de nos traitements d'infertilité, après que j'ai versé mon âme pour maintenir vivant l'héritage de sa famille. Mais tout ce qui sortit fut un murmure étranglé. Quoi? Elle est enceinte? Elle est enceinte, répéta-t-il, regardant finalement le sol, incapable de me faire face. Je suis désolé. Désolé. Le mot était si petit, si pathétique. Il avait incendié notre mariage, m'avait trahi avec ma propre demi-sœur dans ma propre maison, et tout ce qu'il avait à offrir était des excuses. À ce moment-là, en le regardant refuser de croiser mon regard, j'ai réalisé que l'homme que j'avais épousé n'existait pas vraiment. C'était un fantôme, un substitut, et la vie que je pensais que nous avions était une illusion complète et totale. Le choc était si profond. C'était comme être plongé dans l'eau glacée. Tout était lent, étouffé. Je me souviens d'être allé à la cuisine, mes jambes semblant déconnectées de mon corps, et de m'être versé un verre d'eau. Ma main était si stable. C'était bizarre. Mon monde venait de s'effondrer, mais mon corps était en pilote automatique, accomplissant les tâches banales de la vie. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis restée assise sur le canapé dans l'obscurité, longtemps après que Lucas eut fait ses bagages et soit parti la rejoindre. Je suis restée là, dans notre appartement silencieux et vide, et je ne ressentais rien. C'était un vide terrifiant et creux. La douleur était si grande que mon esprit s'est simplement éteint pour se protéger. Mais alors que le soleil commençait à se lever, projetant de longues ombres grises sur les meubles coûteux, quelque chose d'autre commença à refaire surface à travers l'engourdissement. C'était une clarté froide et dure. Le choc se dissipait, et en dessous, il y avait un socle de colère. Non pas la colère ardente et hurlante qui s'éteint vite, mais une rage glaciaire et concentrée. Il pensait pouvoir tout me prendre. Il pensait que j'étais juste la femme qui s'effondrerait et serait payée pour disparaître discrètement. Ils avaient fait une erreur de calcul catastrophique. Ils avaient oublié qui j'étais. Je n'étais plus la femme au cœur brisé. J'étais la PDG de Brox Construction. Et j'allais gérer cela comme une OPA hostile. Le lendemain matin, je n'ai pas appelé ma mère pour pleurer. Je n'ai pas appelé d'amis pour obtenir de la sympathie. J'ai enfilé mon tailleur le plus impeccable, un bleu marine foncé que j'appelais mon armure. Je me suis maquillée d'une main ferme, couvrant les cernes sous mes yeux. Puis, j'ai conduit jusqu'à la propriété de mes beaux-parents. Je suis entrée dans le bureau de mon beau-père et j'ai tout exposé. Non pas comme une épouse en deuil cherchant du réconfort, mais comme sa partenaire d'affaires signalant une menace critique. Lucas a une liaison avec ma demi-sœur, dis-je, ma voix égale et dénuée d'émotion. Elle prétend qu'elle est enceinte. Il a demandé le divorce. Cela va être salissant, et cela présente un risque significatif pour la stabilité et la réputation de l'entreprise si cela devient public. Camilla n'est pas une personne stable. Elle sera exigeante. Il a écouté sans m'interrompre, son visage de pierre, ses mains jointes sous son menton. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment, ses yeux perçant les miens. J'y ai vu une lueur de douleur, la douleur de la déception d'un père, mais elle a été rapidement remplacée par le calcul froid d'un PDG. C'est un imbécile, dit-il, sa voix basse et dangereuse. Un sacré imbécile. Mais cette entreprise n'est pas la sienne à risquer. C'est la nôtre. Ta position est sûre. Tu es la leader de cette entreprise, Rachel. Rien ne change cela. Gère ton divorce. Je gérerai mon fils. J'ai quitté sa maison avec un mandat clair. Le poids sur mes épaules me semblait un peu plus léger. Le prochain appel que j'ai fait fut à Mia. C'était une légende du droit des affaires, un requin spécialisé dans les litiges à enjeux élevés.
J'avais travaillé avec elle sur une acquisition un an auparavant, et j'avais été impressionné par son efficacité impitoyable. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau élégant et minimaliste cet après-midi-là. Je lui ai fait le même résumé, m'en tenant aux faits. Alors, dit-elle, se penchant en arrière sur sa chaise, un stylo tapotant son menton. Il pense que c'est lui qui a le pouvoir et l'argent. Il pense qu'il est le roi. J'ai confirmé. Et elle pense qu'elle va être la reine, avec un nouveau petit prince ou une princesse en route? Mia sourit, un sourire lent et prédateur qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, ça va être amusant, dit-elle. Ils n'ont aucune idée qu'ils essaient de monter un coup d'État dans un royaume où vous êtes déjà assise sur le trône. Mettons tous nos documents en ordre, son contrat de travail, ses relevés de salaire, les registres de propriété d'entreprise pour tous les actifs, y compris votre résidence principale. J'ai passé les 2 semaines suivantes dans un étrange état d'animation suspendu. Au travail, j'étais concentrée, décisive, menant des réunions et prenant des décisions de plusieurs millions de dollars sans faillir. Mais la nuit, je rentrais chez moi dans le silence de l'appartement, et la colère cédait la place à des vagues de chagrin. Je me retrouvais à fixer une photo de Lucas et moi de notre mariage, une photo de 2 étrangers souriants, et je ressentais une douleur pour la femme que j'étais autrefois, celle qui croyait en ce rêve. Pendant ce temps, Camilla s'affairait à jouer les victorieuses sur les réseaux sociaux. Elle postait des photos d'elle et de Lucas dans mes restaurants préférés avec des légendes comme « Enfin, je trouve le bonheur que je mérite ». Elle a même posté une photo d'échographie, une image floue en noir et blanc qui était censée être mon humiliation finale. Chaque publication était un coup de poignard. Mais avec chaque photo, ma détermination se renforçait. Elle ne prenait pas seulement mon mari. Elle essayait d'effacer toute ma vie. Elle dansait sur la tombe de mon mariage. Et j'allais lui montrer qu'elle célébrait bien, bien trop tôt. Le jour de la réunion de règlement arriva. Je suis entrée dans cette salle de conférence froide, me sentant comme un général à la veille d'une bataille. J'étais calme. J'étais concentrée. J'étais prête. L'air dans la salle de conférence était épais d'une hostilité non dite. Camilla entra comme si elle montait sur un tapis rouge. Un sourire suffisant triomphant était plaqué sur son visage. Elle s'assit et prit immédiatement le contrôle. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Rachel, commença-t-elle, sa voix dégoulinant de cette pitié fausse et condescendante. Je sais que c'est difficile, alors réglons les finances tout de suite. J'ai dit à Lucas que nous devions être généreux. Nomme juste ton prix pour la pension alimentaire. Tout ce dont tu as besoin pour recommencer. Je ferai en sorte que tu sois prise en charge. Mon avocate, Mia, se contenta de lever un sourcil. Je suis restée silencieuse, laissant Camilla se pendre avec sa propre arrogance. C'était son spectacle. Je voulais voir comment elle allait performer. Et à propos de l'appartement, continua Camilla, agitant une main d'un geste dédaigneux comme pour chasser une mouche. Évidemment, Lucas et moi y vivrons. C'est la propriété de sa famille, après tout. Tu devras faire déménager tes affaires d'ici la fin du mois. C'était le moment. Le premier domino. Mia, qui avait discrètement organisé une pile de documents, leva les yeux. C'est intéressant, dit Mia, sa voix calme et professionnelle. Elle fit glisser un document épais et relié sur la table polie. Il atterrit devant l'avocat de Camilla avec un bruit sourd et définitif. Parce que ce document est le titre de propriété de l'immeuble entier. Il est détenu, libre de toute charge, par Brox Construction Incorporated. C'est un actif d'entreprise. Camilla fronça les sourcils, un éclair d'agacement traversant son visage. Alors, c'est un appartement de fonction. Cela fait partie de son forfait exécutif. Un avantage? Pas exactement, répliqua Mia, faisant glisser un autre papier. C'était une feuille unique. Ceci est le contrat de location standard pour les employés concernant cette propriété. L'appartement est loué aux employés au taux du marché, ce qui est déduit de leur salaire. Le loyer mensuel actuel est de, elle nomma un chiffre qui fit physiquement tressaillir Lucas, silencieux jusqu'alors. Sur sa chaise. Mon salaire ne peut pas couvrir ça, marmonna-t-il,
l'air sincèrement choqué. C'était la première fois qu'il semblait comprendre que tout cela avait de réelles conséquences pour lui. Le visage de Camilla, qui avait été si suffisant, commençait à se fissurer. « De quoi parles-tu ? Ton salaire ? Tu es l'héritier de l'entreprise, » siffla-t-elle à Lucas, sa voix un murmure dur, oubliant un instant que nous étions tous dans la pièce. C'était mon signal. Je me penchai en avant, posant mes mains à plat sur la table. Pour la première fois, je lui parlais directement, ma voix basse et posée. Il n'est reniflement pas l'héritier, Camilla. C'est un employé. Un conseiller principal, pour être précis. C'est son titre officiel. Mia fit glisser le contrat de travail de Lucas, que j'avais personnellement approuvé 2 ans auparavant. Son titre de poste et ses fonctions étaient clairement définis. Puis vint le dernier document, sa fiche de paie la plus récente. C'est son salaire mensuel brut, dit Mia simplement. Et ceci est son salaire net après impôts et sa contribution au 401K. Le chiffre sur ce papier était respectable pour une personne normale, mais c'était une bagatelle dans le monde où Camilla pensait entrer. C'était une fraction de ce que son ex-mari avocat gagnait. Ce n'était pas du tout suffisant pour financer son style de vie extravagant, encore moins pour payer le loyer de cet appartement ou la pension alimentaire qu'elle devait à son ex. Camilla fixa la fiche de paie, son visage passant par une série d'émotions, confusion, incrédulité, horreur naissante, et finalement un rouge écarlate de fureur. Elle arracha le papier de la table, ses yeux le parcourant comme si les chiffres allaient changer si elle le fixait assez fort. « C'est une blague » cracha-t-elle, tournant finalement sa fureur vers moi. Sa voix n'était plus un murmure. « Tu mens. C'est une sorte de ruse. Tu as truqué les comptes. » « Ce n'est pas une ruse, dis-je, ma voix posée. La rage que j'avais retenue pendant des semaines se transformait finalement en un pouvoir froid et satisfaisant. C'est juste la vérité. Une vérité que tu étais trop gourmande et trop paresseuse pour jamais chercher. Mais le PDG, balbutia-t-elle, regardant frénétiquement entre Lucas et moi, ses yeux écarquillés par la panique. Qui est le PDG ? Arthur. Mia se pencha en arrière sur sa chaise, un large sourire triomphant se répandant sur son visage. Elle me désigna de son stylo. « Vous la regardez » annonça Mia, sa voix résonnant de finalité. Rachel a été nommée PDG par intérim par le conseil d'administration il y a 18 mois, sur recommandation de son beau-père. Son ensemble de rémunération, qui comprend un salaire, des primes de performance, et d'importantes options sur actions, sans oublier un contrôle discrétionnaire total sur tous les actifs de l'entreprise, y compris l'appartement, est un peu plus substantiel. Le silence qui suivit fut absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. La mâchoire de Camilla était littéralement pendante. Elle me regarda, puis Lucas, puis de nouveau moi. L'autosatisfaction, la pitié, le triomphe, tout cela fondit, remplacé par un choc pur et sans mélange. C'était comme regarder un bâtiment s'effondrer au ralenti. Toute sa fantaisie, tout son pathétique stratagème, avait été construit sur une fondation de mensonges, et je venais de tirer la cheville. Elle retrouva enfin sa voix, un son étranglé et qui était à moitié un cri, à moitié un sanglot. « Tu m'as laissé croire » hurla-t-elle à Lucas, se retournant contre lui avec la fureur d'un animal acculé. « Tu m'as laissé penser que tu étais aux commandes. Tu m'as dit que tu dirigeais tout. » Lucas se recroquevilla sur sa chaise, incapable de la regarder, incapable de me regarder. C'était un enfant grondé. Je n'ai pas, je veux dire, Rachel gère la plupart des choses au quotidien. Gère ça ? La voix de Camilla monta à un ton hystérique. Elle est tout, et tu n'es rien. J'ai quitté ma vie pour rien. Le combat la quitta aussi vite qu'il était apparu. Elle s'effondra sur sa chaise, la robe crème coûteuse ayant soudain l'air bon marché et voyante. La femme qui était entrée, s'attendant à réclamer son prix, fixait maintenant les ruines de sa propre avidité. Le règlement de divorce était terminé avant même d'avoir vraiment commencé. Il n'y avait rien à partager. Pas de fortune commune, pas d'héritage partagé, pas d'appartement, juste le salaire modeste de Lucas et une montagne de ses propres dettes. Je me levai, ma chaise faisant un léger grincement sur le sol. « Je pense que nous avons terminé ici, »
dis-je à Mia. Je sortis de cette pièce sans un regard en arrière, les laissant s'asseoir dans les décombres qu'ils avaient créés. Je ne me sentais pas heureuse. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais juste libre. Le froid de la pièce ne m'avait pas touchée. J'étais enfin complètement libre. Les conséquences furent rapides et brutales. L'histoire de la réunion de règlement désastreuse se répandit dans la famille comme une traînée de poudre. Mais le dernier clou dans le cercueil de Camilla, celui qui scella son destin pour de bon, vint d'une source inattendue, ma belle-mère. Initialement, elle avait été prudemment excitée à l'idée d'un petit enfant, même dans ces circonstances sordides. Mais après que la vérité sur la position de Lucas dans l'entreprise fut révélée, ses soupçons furent éveillés. C'était une femme qui pouvait repérer un faux sac à main à 1 kilomètre. Et l'histoire de Camilla sembla soudain très fausse. Elle commença à poser des questions simples et innocentes. « Quel médecin vois-tu, ma chère ? Quand puis-je venir avec toi à un rendez-vous ? J'adorerais entendre les battements de cœur. » Camilla paniqua. Elle devint évasive, inventant des excuses, changeant de sujet. « Oh, c'est trop tôt pour ça, ou, mon médecin n'autorise pas les invités dans la pièce en raison de la politique. » Sa toile de mensonges était trop emmêlée, et elle n'était pas assez intelligente pour la maintenir cohérente. Ma belle-mère, ses instincts maternels désormais entièrement remplacés par un vif sentiment de trahison, savait que quelque chose n'allait pas. Elle a fait part de ses préoccupations à mon beau-père. Il n'a pas hésité. Il a engagé un détective privé. Il a fallu moins de 48 heures pour découvrir la vérité. Il n'y avait pas de grossesse. Il n'y avait jamais eu de grossesse. La photo d'échographie qu'elle avait postée en ligne était une image d'archive d'Internet, facilement trouvée avec une recherche d'images inversée. Elle avait tout simulé, une tentative désespérée, pathétique et de dernière minute pour piéger Lucas et assurer une connexion à la fortune de Brox. Lorsque mon beau-père l'a confrontée avec les preuves, un rapport imprimé de plusieurs pages avec des dates, des heures et des preuves accablantes, elle n'a même pas essayé de le nier. La rage dans cette maison a dû être biblique. Mon beau-père, un homme qui valorisait l'héritage et la famille par-dessus tout, avait été trompé sur la seule chose qu'il désirait le plus, un petit enfant. Il l'a jeté dehors ce jour-là. Il lui a dit que si jamais elle contactait à nouveau un membre de la famille Brox, il ne la poursuivrait pas seulement pour fraude, mais s'assurerait que chaque détail de sa tromperie soit divulgué à la presse. Face à la ruine totale et à l'humiliation publique, Camilla disparut. Elle fit ses valises au milieu de la nuit et partit, laissant Lucas affronter seul la déception écrasante de ses parents. Quelques jours plus tard, Lucas se présenta à mon nouvel appartement. J'avais loué un endroit plus petit, plus simple, à Midtown, un espace qui était entièrement le mien, rempli de mes affaires, de mes choix. Quand je l'ai vu à la porte par le Judas, il ressemblait à un fantôme. Il était pâle, mince, et son charme facile avait disparu, remplacé par un regard désespéré et vide. J'ai ouvert la porte, mais j'ai bloqué l'entrée de mon corps. « Rachel » commença-t-il, sa voix se brisant. J'ai fait une erreur. Une terrible, terrible erreur. Elle a menti sur tout. La grossesse, tout cela. J'étais un idiot. Un idiot complet. Pouvons-nous juste parler ? Peut-être pourrions-nous essayer à nouveau, nous pourrions aller en thérapie. J'ai regardé l'homme debout dans mon entrée, et pour la première fois, j'ai ressenti une lueur de pitié, non pas pour la perte de lui, mais pour à quel point il était vraiment pathétique. Il n'était pas mauvais. Il était juste faible. Un homme-enfant qui avait flotté à travers la vie sur un nuage de privilèges, et avait finalement atterri brutalement sur terre. Il n'était pas désolé de ce qu'il avait fait. Il était désolé d'avoir été pris. Et désolé que son billet d'or se soit avéré faux. Mais la pitié n'est pas une fondation pour un mariage. C'est une épitaphe. Non, Lucas, dis-je, ma voix douce mais ferme, comme un médecin livrant un diagnostic final. Nous ne pouvons pas. Cela n'a jamais été à propos de ces mensonges. Cela a toujours été à propos de tes choix. Tu t'es désengagé de notre mariage bien avant que Camilla n'apparaisse. Tu étais parti le jour où tu m'as dit que ma douleur de ne pas avoir d'enfant n'était que du stress.
Tu étais parti chaque fois que tu choisissais un jeu vidéo plutôt que tes responsabilités envers cette famille. Envers la compagnie de ton père. Elle n'était qu'un symptôme d'une maladie déjà présente. J'ai fini. Il commença à protester, à supplier, mais je me contentais de secouer la tête. Au revoir, Lucas. J'ai fermé la porte, et pour la première fois, j'ai su que c'était vraiment terminé. Le clic du verrou en place fut le son de mon avenir qui commençait. La vie après la tempête fut d'abord calme. Mon beau-père s'est occupé de Lucas. Il n'a pas été renvoyé, ce dont j'étais reconnaissante pour le bien de sa mère. Au lieu de cela, il a été transféré dans un bureau subsidiaire éloigné en Alabama rural, supervisant la logistique des stocks. Une rétrogradation si profonde qu'elle était une déclaration publique. Il n'était plus l'héritier. Il n'était qu'un autre employé, finalement forcé de gagner sa vie, d'affronter les conséquences de sa propre inaction. Le drame disparut, mon attention est revenue à la seule chose qui ne m'avait jamais déçue, mon travail. Mais quelque chose était différent. Je ne travaillais plus pour m'échapper. Je travaillais pour construire. Le conseil d'administration a officiellement retiré, par intérim, de mon titre. Lors d'une réunion officielle, Arthur s'est levé et a fait l'annonce lui-même. J'étais la PDG de Brox Construction. La première chose que j'ai faite a été de donner le feu vert à un projet dont je rêvais depuis des années, une initiative visant à construire des communautés de logements abordables et de haute qualité, utilisant des matériaux durables. C'était une entreprise plus risquée, avec des marges plus faibles que nos gratte-ciel habituels. Mais c'était un travail qui comptait. C'était un travail qui construisait des maisons, pas seulement des bâtiments. Ensuite, j'ai fait quelque chose pour moi, pour la femme que j'étais devenue. J'ai établi le programme de mentorat Mathilda Brox, nommé d'après ma belle-mère qui était devenue l'une de mes plus ferventes alliées. C'était un programme conçu pour financer et soutenir les femmes entrant dans les carrières de la construction, de l'ingénierie et de l'architecture, des domaines traditionnellement dominés par les hommes. Je voulais donner à d'autres femmes le genre de soutien que mon beau-père m'avait donné. Je voulais transformer mon expérience douloureuse en une échelle pour que quelqu'un d'autre puisse grimper. Ma relation avec mes beaux-parents s'est transformée. Ils me traitaient non pas comme une belle-fille, mais comme la véritable successeur de l'héritage familial. Nous dînions une fois par semaine, parlant de l'avenir de l'entreprise, un avenir qui était désormais fermement entre mes mains. Ils me valorisaient plus que leur propre fils, un fait qui était à la fois un triomphe et une tragédie silencieuse et persistante. J'ai trouvé la paix dans mon nouvel appartement plus petit. Ce n'était pas une vitrine d'entreprise, c'était un foyer. Je l'ai rempli de livres, d'art, et de la satisfaction tranquille d'une vie que j'avais bâtie de mes propres mains, selon mes propres termes. Il y a quelques mois, j'étais sur le toit de notre plus récent bâtiment, une tour étincelante qui effleurait le ciel d'Atlanta. La cérémonie d'inauguration était terminée, et j'étais seule, regardant les lumières de la ville s'étendre comme un tapis de diamants. J'ai réfléchi au chemin qui m'avait amené ici, le chagrin d'amour, la trahison, l'humiliation. Il aurait été si facile de devenir amère, de laisser cette rage me consumer et me transformer en quelqu'un de dur et cassant. Mais en regardant cette vue, cette preuve tangible de ce que je pouvais créer, je ne ressentais pas de colère. Je ressentais un profond sentiment de gratitude. La trahison ne m'a pas brisée. Elle m'a révélée. Elle a arraché la vie que je pensais vouloir et m'a forcé à embrasser la femme que j'étais vraiment destinée à être. Ma mère m'a appris à travailler dur. Mon beau-père m'a appris à diriger. Mais Lucas et Camilla, à leur manière tordue et destructive, m'ont enseigné ma leçon la plus précieuse, que ma valeur n'était jamais liée à un homme, un mariage ou un nom. Elle était liée à ma propre force, à ma propre intégrité et à ma propre résilience. Je n'étais pas seulement une survivante de mon histoire. J'en étais l'architecte. Merci beaucoup d'avoir écouté mon parcours aujourd'hui. Cela représente le monde de le partager avec vous tous. Je dois vous demander, avez-vous déjà eu un moment dans votre vie où une trahison a fini par vous rendre plus forte? Faites-moi part de votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous pour en savoir plus. Continuez à construire votre propre chemin, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.